Tu crois à une amitié dans laquelle on peut avoir une attirance physique pour son ami? Je, je dis que c'est possible, que ça existe, mais est-ce que cette amitié va perdurer avec cette attirance-là? Je pense pas, non. Parce que ces deux personnes vont avoir cette idée-là cette attirance-là l'un vers l'autre. Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on se rapproche pas? Est-ce qu'on reste amis malgré cette attirance-là? Ça devient quand même un peu compliqué. T'as grandi à Laval, hein? Oui, à Laval. Tu penses quoi de la ville de Montréal? J'aime beaucoup Montréal, étrangement. C'est beaucoup actif, disons, à comparer à Laval. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux marcher le soir, il y a de la vie. Donc, j'aime beaucoup. C'est sûr, les stationnements aussi, c'est compliqué. J'ai appris, disons, j'ai bien appris comment lire les panneaux. Mais c'est vrai, ça c'est tellement compliqué. On dirait que parfois c'est comme s'ils voulaient faire des pièges pour que les gens aient des amendes chaque année. Mais oui, et puis je pense que c'est le seul endroit qui sont vraiment assidus, très assidus sur les stationnements, parce qu'ils font beaucoup d'argent avec les amendes. Et c'est $90 des fois, minimum $90. Et puis... J'ai l'impression que tu peux pas avoir de voiture et ne pas avoir d'amende à Montréal. C'est quasiment impossible. Pendant une année, là, c'est impossible. C'est vrai. Si tu es à Montréal, tu vis à Montréal, il faut préparer un budget pour les amendes. Il faut être prêt parce que ça... Tu peux prendre. C'est vrai. Toi, tu es de Laval, tu es à Montréal, ça veut dire que tu as grandi à Laval. Mais oui. Je t'ai même pas demandé pendant qu'on faisait les conversations de pré-podcast. Mm-hmm. Tu vis seul, en famille, en couple ou je sais pas? En ce moment, je vis seule à Montréal. C'est comment vivre seul? C'est magnifique. C'est vraiment la belle vie. Avant, j'étais en colocation. J'ai fait une colocation. Et c'est sûr qu'il faut apprendre à vivre avec les autres. Il faut beaucoup faire de concessions. Mais vivre seul, pour moi, c'est la liberté. Beaucoup. En fait, c'est vraiment le silence, bizarrement, la solitude. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis aussi de faire beaucoup de travail sur moi-même. Je sais pas, de pas avoir de parents non plus qui sont après toi. Je dis pas que nécessairement c'était le cas, mais ne pas les avoir, ça peut aussi apporter une paix d'esprit d'une certaine manière, parce que je pense qu'elle a rendu à un certain âge. Oh, la grand-mère, la grand-mère! Rendu à un certain âge, je pense que tous les jeunes adultes, je dirais, de mon âge, ils vont penser à vivre seul. Oui, ils vont commencer à regarder les appartements. OK, est-ce que ça serait possible? Est-ce que c'est réalisable? Il y a la majorité, je pense, qui ont réfléchi à cette option. Pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Puis aussi, ça t'apprend, comme tu dis, à t'occuper de toi-même, payer tes factures, à apprendre vraiment la vie, c'est quoi? La vie d'adulte. Ouais, la vie d'adulte. J'ai l'impression que certaines personnes sont adultes, mais ils vivent encore chez leurs parents. C'est pas pour vous manquer de respect, mais j'ai l'impression que tu peux pas être pleinement adulte et ne pas avoir la responsabilité entière de toutes tes factures et d'un logement. J'ai l'impression que c'est quasiment deux choses mutuellement exclusives, parce que c'est trop difficile quand tu vis dans le nid familial de gagner un certain niveau de maturité par rapport à certaines responsabilités dans la vie. Ce que tu m'as dit m'a pas tant surpris, dans le sens que est-ce que c'est une mauvaise conclusion de ma part de dire que tu es une personne qui est vraiment... J'ai l'impression que malgré que tu sois une artiste, tu es vraiment très introvertie comme personne. Non, c'est vrai. J'ai un côté très réservé. Je ne vois pas ça non plus d'une manière négative. Je pense que c'est totalement pas négatif. Chacun est comme personne et on respecte tout. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je l'avoue que oui, j'ai juste ce côté-là timide. Et puis ça, c'est vraiment chez moi depuis toute petite. Je suis quelqu'un qu'on considère comme calme, timide aussi, oui. Donc, disons que venir ici, c'était un peu stressant. J'ai un peu réfléchi avant de faire ce pas.
Mais Mais elle a dit comme 50 personnes et quelques sont venues, donc peut-être que je vais pas me faire tuer aujourd'hui. voilà. C'est ça. Ouais, waouh, waouh. Mhm. Mais est-ce que l'art pour toi alors c'est une manière d'exprimer ce que parfois tu n'es pas capable d'exprimer avec les mots? Oui, moi je suis quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer, surtout quand ça vient à mes sentiments. Puis même m'exprimer, ma manière de communiquer aussi. Disons que j'ai envie de m'améliorer sur ce point-là. Je trouve ça tellement attirant chez quelqu'un qui est très éloquent, qui communique bien, qui a du charisme. Je trouve ça attirant. Donc, c'est des qualités que j'aimerais... je dis pas que je les ai pas, mais que j'aimerais travailler dessus parce que je pense que Ouais. c'est quelque chose que tout le monde peut avoir si vraiment il le veut. Ouais, je suis totalement en accord avec toi. Il y a un docteur en psychologie que j'apprécie vraiment et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, docteur Jordan Peterson, qui affirme que c'est bien d'avoir la force physique et tout, c'est primordial et important, Mhm. mais un homme et une femme qui sait manier la langue est beaucoup plus puissant que quelqu'un qui est fort physiquement parce que tu peux atteindre des cœurs avec la langue, C'est vrai. tu peux convaincre des gens avec la langue, Mhm. tu peux faire des révolutions avec la langue. Donc, c'est vraiment important de savoir bien parler parce que tu peux acquérir beaucoup plus de pouvoir avec la langue que avec la force physique. C'est vrai. Donc, c'est très important d'apprendre à être beaucoup plus éloquent, d'apprendre à savoir parler avec les gens et d'apprendre à communiquer. Parlons-nous. Sydney, Mhm. t'es à Parlons-nous. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui sont en train d'écouter présentement? Oui, donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Sydney, j'ai 25 ans. Mhm. Je vis à Montréal. Je suis coiffeuse, danseuse. Je suis aussi dans le marché du travail, dans le domaine financier. Je suis aussi encore aux études et j'étudie en marketing numérique. Wow. Et voilà, je suis... Oui. J'adore. J'adore parce que tu es une personne qui aime vraiment toucher à beaucoup de choses. Oui. Le marketing. Mhm. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs qui veulent faire de l'argent rapide, qui font des influenceurs entrepreneurs, qui font comme s'ils sont tous des Jeff Bezos ou des Bill Gates. Tu penses quoi en fait de ça, de ces influenceurs qui essayent de faire de l'argent rapide sur la jeunesse, cette jeunesse qui n'a pas tant d'expérience mais qui pense que tout est possible, mais on leur vend des arnaques. Tu penses quoi de ce type de pratique sur Internet en tant que personne qui est professionnelle ou qui apprend à être professionnelle du marketing? Mhm. En fait, je pense que c'est une pratique qui a toujours existé. C'est juste qu'elle a évolué maintenant sur le numérique et elle peut atteindre beaucoup plus de gens. Donc, c'est plus rapide. C'est vraiment du fast-food. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui a toujours existé. Les gens qui veulent faire de l'argent, je peux comprendre. Après, il faut être intègre aussi dans ce que tu vends, dans l'image. Je pense qu'une personne qui est sur les réseaux doit faire beaucoup attention à son image. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est plus aux jeunes d'aujourd'hui de faire attention à ce qu'on regarde, d'être plus conscient. Plus intentionnel aussi dans ce que vous regardez, ce que vous suivez aussi. Donc, tout ce que vous suivez, ça influence votre comportement, votre langage, vos pensées. Donc, je pense que c'est plus à nous de faire attention parce que c'est quelque chose qui a toujours été là. Ouais. C'est juste que ça a muté de forme, ça a changé Exactement. de forme et comme les gens, comme les jeunes n'étaient pas nés avant, ils ne peuvent pas comprendre et parfois aussi leurs parents sont dépassés par ces nouveaux événements-là. Mhm. J'aimerais un peu pivoter sur un autre sujet, Mhm. un peu sur, en fait, la communication et aussi la confiance. J'aimerais te demander, en fait, Sydney, Mhm. est-ce que toi, tu as confiance en l'être humain? Est-ce que tu donnes facilement ta confiance au prochain? Ça peut dépendre sur quel aspect. Je dirais lorsque ça vient à, mettons, me confier, avoir confiance en quelqu'un avec mes secrets,
mes expériences. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis, je suis quelqu'un aussi, c'est donnant-donnant aussi par rapport à la confiance. Donc, quand je vois que quelqu'un peut me faire confiance, ça m'encline aussi à m'ouvrir. Donc, j'aime pas m'ouvrir à quelqu'un qui s'ouvre pas à moi en retour. Sinon, pour ce qui est de la confiance, je pense, il y a beaucoup de personnes de nos jours qui vont dire, il faut que tu me prouves que je peux te faire confiance. Moi, je suis plus le contraire. Prouve-moi que je peux pas te faire confiance et puis C'est fini, ça va hein. terminer là. Ouais. J'adore ces philosophies. Je pense que moi aussi, je l'adopte quelque peu parce que tu peux pas mettre tes blessures que tu as eues dans le passé dans des nouvelles relations. C'est très important de donner le bénéfice du doute à tout le monde, leur donner cette autonomie-là, cette confiance-là à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. C'est très important de lui donner cette autonomie parce que ça te permet de repartir à la base, fraîchement, à 100% dans cette nouvelle relation, ce qui va vous donner aussi la possibilité d'avoir du succès dans cette relation. Parce que si tu apportes tes blessures du passé dans une nouvelle relation, c'est sûr et certain que ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas eux le problème, c'est toi qui deviens le problème parce que tu as apporté des blessures du passé dans l'instant présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, c'est seulement l'instant présent qui existe. N'apporte pas le passé dans le présent, n'apporte pas le futur dans le présent. Sidney, est-ce que tu as déjà été... En fait, est-ce que tu as déjà donné 100% de ta confiance à quelqu'un et on l'a brisé? Oui, c'est déjà arrivé. Tu t'es senti comment vis-à-vis de ça? Bon, c'est sûr que ça dépend aussi du niveau d'importance que cette personne a dans ta vie. Mais c'est déjà arrivé que des personnes très importantes pour moi ont brisé ma confiance. Pour moi, ça me brise littéralement le cœur. Je ne peux pas le dire d'une autre manière. Ça m'attriste, ça me déprime. Et puis, ça peut causer en moi certains traumas, on peut dire ça comme ça, ou des réticences par rapport à certaines situations. Donc, c'est ça. Est-ce que tu en veux à cette personne-là? Parce que de la manière que tu le dis, c'est comme si ça changeait qui tu devais être à un certain degré. Peut-être c'est infime ou majeur, mais à un certain degré, tu n'es plus la personne qui tu étais à cause de cet événement, de ce bris de confiance-là. Non, je dirais pas que ça a changé qui je suis. Je pense que c'est face à certaines situations, je peux avoir des craintes. Je peux avoir des inquiétudes. Après, c'est à moi de les partager. Je pense que c'est de là que vient la communication aussi, que ce soit en amitié, familiale ou en couple. La communication, c'est quelque chose qui est très important. Là, je suis un peu perdue. Non, mais non, t'inquiète pas. Okay. J'aimerais continuer sur le fait de la communication. Mais aussi, je pense qu'un autre sujet aussi important, c'est la famille. Oui. Quand tu penses au mot famille, tu penses à quoi? Le mot famille réveille quoi en toi? Pour moi, la famille, c'est comme le nid douillet. C'est là que tu es confortable, que tu es toi-même, sans jugement. C'est vraiment là que toutes les personnes, en fait, c'est les personnes les plus proches de toi, c'est les personnes qui te connaissent le mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment comme quelque chose de rassurant, bonne humeur aussi, beaucoup d'amour. Ça peut être une question sec, mais franche, parce qu'on a parlé en nous, on se parle. Est-ce que tu te sens comme tu l'as décrit vis-à-vis de ta famille? Oui, pour la plupart des membres de ma famille. Je pourrais pas dire que c'est tout le monde. Okay. Mais oui, je dirais que pour les personnes qui sont très importantes pour moi, j'ai ce sentiment envers eux. Ok, intéressant.
Intéressant. Quand on parlait par FaceTime, Oui. on avait abordé le sujet de la maternité de tes parents. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu es toujours confortable de parler? Oui. Ouais. Mhm. Je vais te reposer la même question alors que je t'avais posée. D'accord. Quand tu penses à ta mère, tu penses à quoi? Pour moi, ma mère, c'est quelqu'un de très, très forte qui a été là pour nous, pour mon frère et ma sœur. Je dois beaucoup de choses à ma mère. Honnêtement, je suis éternellement reconnaissante pour ce qu'elle a fait. Donc pour moi, ma mère, elle a dû jouer peut-être d'une certaine manière les deux rôles pendant une période de temps. Mais oui, ma mère pour moi, c'est une super-héros. Elle a beaucoup fait pour moi et je suis très reconnaissante. Amen. J'espère que elle regarde le podcast présentement. Si elle regarde pas présentement, c'est ta faute. Je fais pas la bonne publicité. Mais wow. Ouais. C'est magnifique que tu aies un très bon lien avec ta mère. Mhm. Tu la vois comme un super-héros et c'est vraiment très admirable ce qu'elle a fait pour toi et ton frère et ta soeur. Mhm. Parce que c'est vraiment très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des bons parents, une bonne mère ou un bon père. Mhm. Et on dirait que parfois on prend ça pour acquis. On ne valorise pas le fait d'avoir des bons modèles dans notre vie et c'est très important ce que tu viens de faire là, Mhm. d'être reconnaissant envers tout ce que ta mère a fait. Oui. Tu as dit que ta mère a dû prendre les deux rôles. Oui. Quand je dis les deux rôles, je dis tout ce qui est sur le plan financier aussi. Elle a dû prendre la place des deux. Donc, c'est quelque chose qui peut être difficile pour une mère. Ouais, ça c'est très dur. Donc, c'est plus dans cet aspect-là que de provide pour la famille. À ton avis, ça fait quoi d'avoir été une mère qui s'occupe de 3 enfants? Mhm. Ça fait quoi d'avoir fait ça? Est-ce que tu penses que ta mère se sentait comment à cette époque-là? Bon, c'est sûr que c'est très difficile et ça doit être très stressant aussi de garder ça tout pour soi, essayer de ne pas partager ses craintes, ses stress, ses problèmes, parce que je suis sûre que c'est ça qui a dû se passer. Donc, je peux même pas imaginer par quoi elle est passée pour qu'aujourd'hui on soit toujours là. Mais c'est extrêmement difficile et peut-être même que c'était frustrant pour elle d'avoir à traverser ça. Donc, ça doit être vraiment très dur. Oui. Ça doit être vraiment très dur. Surtout 3 enfants. Ouais. Ça a dû être compliqué, franchement, là. Mm-hmm. Ton paternel, tu penses à quoi quand tu penses à ton père? Mon père, je rattache beaucoup de bons souvenirs avec lui, plus dans mon enfance. Par la suite, il y a des événements qui ont fait que mes parents se sont séparés. Et je dirais que c'est à ce moment-là que il s'est beaucoup éloigné de nos vies. C'est sûr que ça attriste beaucoup mon cœur de savoir que j'ai un père qui n'a pas énormément d'intérêt à me voir. C'est sûr, c'est blessant, mais après, j'ai dû apprendre à accepter que les choses sont comme ça et que faut pas essayer de rêvasser, d'espérer, parce que peut-être que c'est là que ça va encore plus te blesser. Mais c'est ça. Est-ce que ça t'a détruit de voir une relation qui avait bien commencé progresser de manière médiocre suite à leur séparation? C'est-à-dire quoi? Tu avais une bonne relation avec ton père et après la séparation, ça a vraiment dégradé.
comment ça t'a fait sentir en tant que jeune fille? C'est à quel âge ils ont divorcé? J'avais environ 13 ans, je crois, que ça a commencé. Donc, j'étais adolescente, je pourrais dire. Ce que ça fait, c'est sûr que je ne l'ai pas réalisé en grandissant, mais ça m'affecte d'une certaine manière que je crois que cette attention qui me manquait, peut-être que j'allais le chercher ailleurs, peut-être pas toujours des bonnes façons. Donc, je sais qu'il y a certains choix que je regrette et que je réalise aujourd'hui que c'est peut-être dû à le manquement que j'ai eu d'amour paternel. Donc, c'est triste, mais je pense que le plus important, c'est de réaliser ça, de repérer ce manquement que tu as eu et d'essayer d'aller le combler d'une autre manière ou de travailler sur soi pour accepter, pour en venir à aujourd'hui mieux respirer quand tu parles de ce sujet. Parce que fut un temps, je serais pas capable de parler de ça sans commencer à pleurer. Donc, je sais que j'ai beaucoup évolué. Je suis très fière de moi là-dessus. Donc, je pense que le plus important, c'est toujours aller de l'avant et accepter les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Totalement d'accord avec toi parce que tu es capable de réaliser que tu t'es comporté de X, Y manière parce que tu avais un manquement. Et le fait même de réaliser nous permet de savoir que tu as progressé en tant qu'individu et que tu comprends que j'ai pas eu la chance d'avoir X, Y relation et à cause de ça, j'ai eu des choix que malheureusement je peux pas changer mais que je aurais pas choisi si j'avais cette personne-là dans la vie, dans le fond. Donc, c'est vraiment très bien de ta part de réaliser ça parce qu'il y a certaines personnes qui grandissent et ne se rendent jamais compte des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Et malheureusement, même s'ils ont grandi physiquement, ils n'ont pas grandi mentalement. Ouais. Et c'est très, très, très dommage. Tu dirais quoi, en fait, à une jeune fille de 13 ans que son père n'est plus dans sa vie? Toi, tu es passé par cette épreuve. Tu dirais quoi à cette jeune fille de 13 ans? Je lui dirais que je comprends comment elle se sent et que ses sentiments sont valides. Parce que peut-être qu'à cet âge-là, surtout dans le moment d'un divorce et tout, peut-être que cet enfant peut penser qu'elle est la cause ou qu'elle a participé à cet événement-là. Donc, j'essaierai de lui faire comprendre que cette situation n'a rien à voir avec elle et que ça ne change rien à qui elle est et à quel point cette personne est spéciale, est importante et a énormément de valeur. Donc, je pense que j'essaierai vraiment de la faire réaliser que... Elle est importante comme individu. Oui. Wow. Oui. Mais après avoir vécu une telle expérience de divorce, est-ce que tu crois toujours à la famille, papa, maman, 50 000 enfants? Est-ce que tu crois toujours à cet idéal-là de la société, de cette vision-là de la famille? Je crois toujours à cette vision-là, ce modèle-là de famille. Je pense que c'est rendu beaucoup plus difficile de trouver ce modèle-là. Mais je sais que moi, je suis une personne comme ça et je suis sûre que je peux trouver une autre personne qui croit en ses valeurs. Oui, la niche, c'est peut-être rapetissée, mais il y a quelqu'un qui, je suis sûre, d'autres personnes aussi qui pensent comme moi, qui croient que c'est possible. Je suis du même avis que toi. Mais tu as employé un mot très intéressant. La niche, c'est peut-être rapetissé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai cette impression-là que notre génération croit de moins en moins à cet idéal-là de famille. C'est peut-être dû à
mon entourage aussi, ou à l'école, ou les réseaux sociaux. Mais j'ai cette impression-là que de nos jours, les hommes ne cherchent pas nécessairement à se caser. En fait, ils ne sont pas à la recherche peut-être d'une femme. Ils sont plus en mode, ils veulent explorer. Je dirais que c'est plus difficile de trouver un homme sérieux qui cherche vraiment une femme pour se marier, avoir des enfants. J'ai l'impression que les gars vont peut-être attendre un certain âge avant de faire ça. Qui avant, je dirais que dans la vingtaine, ça se faisait très, très bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pourrais dire que cet âge-là idéal de se marier, d'avoir une famille, a reculé. Peut-être aussi dû à notre économie. Je pense que ça affecte ça aussi. Mais c'est ça. Dans le fond, les hommes sont moins prêts à s'engager à un jeune âge avec une femme. Ouais, j'ai cette impression-là, oui. C'est vrai qu'on vit dans des temps où les gens sont de moins en moins sérieux, que ce soit les hommes ou les femmes. Les gens cachent de plus en plus leurs cartes. Oui. Ils jouent au jeu de la monogamie, mais en réalité, c'est des polygames. Oui. Ils jouent au jeu de l'amour, mais en réalité, ils ne croient pas en l'amour. Ils jouent au jeu du m'as-tu vu, mais en réalité, ils n'ont pas grand-chose. Il n'y a rien. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde idéaliste qui ne prêche que du faux. On prêche seulement une image qu'on n'est jamais. Tu penses quoi en fait de notre société de consommation, cette société dans laquelle tu vois ton prochain, tu vois les gens dans la rue, mais tu sais jamais vraiment qui ils sont parce qu'on prend jamais le temps de se parler, d'apprendre qui on croise dans la rue. On prend jamais le temps d'apprendre les gens, d'apprendre à les connaître. Je trouve ça triste, mais je pense que c'est majoritairement à cause des réseaux sociaux et de la technologie que maintenant on prend même pas le temps d'apprendre en profondeur qui est une personne. Premièrement parce que par exemple moi je décide qu'est-ce que j'affiche sur mes réseaux sociaux. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la vraie moi ou que je suis 100% authentique sur les réseaux. Et même, par exemple, dans la rue, dans le métro, tout le monde est connecté sur son téléphone, les écouteurs, le volume au maximum. Il y a presque zéro possibilité de rencontrer quelqu'un qui pourrait être une bonne amie ou même un copain ou quoi que ce soit, spontanément. Je trouve que maintenant, c'est vraiment soit par connexion, donc entre amis comme ça que beaucoup ont rencontré des gens. Donc, si, par exemple, tu invites tes amis, j'invite mes amis. Là, on est plus concentré à apprendre à quelqu'un un peu plus que dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, dans le métro, à l'école. C'est tellement dommage parce que je trouve que on perd tellement d'opportunités de connecter avec plein de personnes exceptionnelles dans notre vie par ce manque d'ouverture-là. Par notre désir d'être connecté en permanence nous déconnecte même de cette réalité qui est si belle à vivre. Notre désir d'être connecté à ce cellulaire-là nous déconnecte de cette belle réalité qu'est la vie humaine, de cette belle expérience qu'est la vie humaine. Un conseil que j'aimerais donner aux gens qui sont jeunes, peut-être présentement vous utilisez beaucoup votre cellulaire, vous croyez que le fait d'avoir accès à des jeux vidéo dernier cri, avoir le meilleur ordinateur de l'année, avoir le meilleur cellulaire de l'année, c'est ça qui vous rend heureux. Détrompez-vous, c'est pas ça qui vous rend heureux et c'est pas ça qui va vous rendre heureux tout au long de votre vie. C'est très important de valoriser les relations que vous avez avec les gens, de valoriser vos relations amicales, amoureuses et familiales. Prenez soin des gens qui sont autour de vous parce que c'est ça qui vous rend heureux. Détrompe-toi, c'est pas le matériel qui te rend heureux. J'aimerais
te demander, Signé, étant donné qu'on parle de relations, tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Je pense que l'amitié entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui est très possible. Euh, Après ça, ça va dépendre aussi de la situation dans laquelle tu te trouves. Et puis, c'est sûr que ça n'empêche pas aussi d'avoir des attirances envers cette personne-là. Après, reste à voir, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est disponible ou pas, donc en couple ou pas. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que il faut établir certaines barrières par rapport à ces amitiés-là, hommes-femmes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très, très possible. Donc, tu crois à une amitié dans laquelle on peut avoir une attirance physique pour son ami? Je dis que c'est possible, que ça existe, mais est-ce que cette amitié va perdurer avec cette attirance-là? Je pense pas, non. Parce que ces deux personnes vont avoir cette idée-là cette attirance-là l'un envers l'autre. Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on se rapproche pas? Est-ce qu'on reste amis malgré cette attirance-là? Ça devient quand même un peu compliqué. Je dis peut-être que cette attirance peut naître en une relation sérieuse aussi. Je dis pas que c'est impossible, mais après, si par exemple une des deux personnes est en couple et elle a de l'attirance pour une autre amie, je pense que là, ça devient compliqué. Je pense que c'est là qu'on va établir les barrières. Ouais. Wow, en plus, j'allais m'aligner vers ça, en fait. J'allais te demander, en fait, toi qui es en couple, relation, nouvelle relation, tu te sentirais comment si ton gars te disait qu'il a une très bonne amie femme, mais tu sens par le regard de cette amie femme-là qu'elle veut être en couple avec ton homme? Est-ce que tu accepterais ce genre d'amitié-là? C'est sûr que je commencerai par en parler avec mon copain, lui faire part de ce que je ressens. Je pense que si c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, c'est peut-être quelque chose que lui aussi a ressenti ou peut-être que d'autres personnes autour ont remarqué. Parce qu'il faut que ça soit quand même évident pour que je le vois. À ce moment-là, c'est sûr que j'apprécierais qu'il y ait des barrières ou qu'il soit au moins conscient de ça et que peut-être changer son comportement avec cette personne-là. Je dis pas qu'il va devenir quelqu'un d'autre complètement différent, mais qui va lui-même mettre ses barrières ou faire comprendre vraiment qu'il est en couple et qu'il n'y aura pas de possibilité entre ces deux-là. Vision très libérale, vision pas contraignante de l'amitié entre hommes et femmes. Le monde est fait de plusieurs opinions. Il y a plein de gens qui pensent comme toi et il y a plein de gens qui pensent l'opposé de toi. L'important, c'est de respecter la vie de tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te rejoindre sur ce truc-là et je pense aussi qu'il y a une très grosse partie qui va pas te rejoindre sur cette manière-là d'accepter le fait que son copain a une amie qui est attirée par lui, mais de faire confiance à son copain et de lui dire que tu peux maintenir cette amitié, mais fais plus de barrières. Je pense que plein de gens auraient exigé que cette amitié cesse. Pourquoi tu n'exiges pas que cette amitié cesse? En fait, je veux pas non plus qu'une amitié se termine d'une mauvaise manière. Je veux pas être la personne. Je pense que si ça doit être fait, ça va venir de lui. Je pense que j'apprécierais plus que ça vienne de lui. En fait, j'ai une meilleure question, en fait. Okay. Ça provient de ce que tu viens de dire à l'instant. Est-ce que ton homme te respecte s'il entretient une amitié avec une femme qu'il sait que cette femme-là veut être en couple avec lui? Est-ce du respect? Comme j'allais dire, ça va dépendre des barrières. Je
je fais référence à est-ce qu'ils vont se voir, faire des sorties, ou bien c'est une amie qui peut venir à la maison quand moi aussi je suis là. Et puis, voilà, ça dépend de c'est quoi. Mais c'est une très bonne question. Dans cette position-là, je suis contrainte à dire que... Mais attends, de la manière dont tu es en train de bouger à gauche et à droite, Non, mais... c'est une situation réelle ou quoi? Non, même pas. Ok, non, j'ai eu peur. Non, pas ok. du tout. C'est juste, je me mets dans le personnage. Uh-huh, oui. Si c'est une forme de respect, je dirais que non. Ce n'est pas respecter sa copine, je veux dire, de entretenir une relation comme ça. Je pense que dans cette situation, disons que ce serait mon copain, cette personne-là voudrait peut-être plus nourrir son ego. Parce que c'est quand même, je peux dire, c'est pas déplaisant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est attiré envers toi, tu vois. Donc, entretenir cette relation-là, je pense que ça nourrit aussi son ego. Donc, si mon amour te suffit pas, alors là, il y a un problème. Wow. Ouais. Belle réponse, bien formulée. J'aimerais pivoter encore une fois vers un nouveau sujet. Oui. On a parlé d'amour, on a parlé de famille, on a parlé d'amitié entre hommes et femmes. Oui. Présentement, tu as 25 ans, Sydney. Hein? Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ça peut être cliché, mais c'est réellement le bonheur, d'être heureux, d'avoir la joie de vivre. Plein de gens disent ça. Oui. Ce n'est pas pour t'attaquer, justement. Non, ça va. Plein de gens disent le bonheur, la joie de vivre, le plaisir. Oui. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la joie de vivre? C'est quoi le plaisir? Ça peut être dans différents aspects. Premièrement, professionnellement, que je fais ce que j'aime, que je travaille avec amour, avec intention, que vraiment je suis comblée par ce que je fais comme métier, que j'évolue, que je cherche vraiment à m'améliorer, à chercher des formations, à toujours me dépasser au niveau carrière, professionnelle, dépasser mes limites pour vraiment me dire, OK, là, je suis vraiment arrivée où ce que je veux être. Il y a aussi cet aspect de famille, amis, son entourage. C'est important aussi que tu reflètes, genre que ton entourage reflète aussi qui tu es. Donc ça, c'est sûr, ça c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Mais j'aimerais aussi, vraiment, pour moi, le bonheur, c'est d'avoir vraiment des gens sur qui je peux compter. Vraiment que j'ai mes personnes à moi, à qui je peux me confier, me sentir proche. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Et puis, ça peut être aussi sur le développement personnel, de savoir que, OK, oui, je ne suis pas parfaite, mais au moins je cherche à m'améliorer, je fais de l'introspection. Donc, c'est ça. C'est ça, dans le fond, l'amélioration, les relations avec les autrui. Oui. Tu as dit quelque chose qui est, je trouve intéressant, parce que parfois aussi, quand les gens parlent, il faut écouter les gens, écouter les mots, et écouter aussi comprendre aussi la raison des choix des mots. En fait, apprendre à questionner certains choix de mots. Tu as dit, tu aimerais apprendre, t'aimerais compter sur quelqu'un. Est-ce que, à l'instant présent, tu es capable de compter sur quelqu'un dans ta vie? Oui, je suis capable de compter sur quelqu'un. Quand je fais référence à ça,
je dirais que j'ai peut-être, moi, plus de difficultés à m'ouvrir ou j'ai cette impression-là que je peux paraître froide au premier abord, qui fait que peut-être ça restreint le nombre de personnes qui vont venir vers moi. Et honnêtement, peut-être que je ne suis pas aussi quelqu'un qui va aller vers les gens, justement parce que je suis quelqu'un de timide, quelqu'un qui est calme. Donc, j'aimerais m'ouvrir plus aux gens, mais travailler aussi sur les gens qui sont autour de moi. Je pense que je veux que des gens qui reflètent mes valeurs, mes passions, des gens aussi qui sont autant déterminés à travailler sur eux-mêmes, sur le plan carrière, familial. Je pense que, comme j'ai dit, il y a le dicton qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, très vrai. Ça peut être par rapport aussi à ta musique que tu écoutes. Montre-moi tes musiques et je te dirai qui tu es aussi. Donc, c'est juste... voilà. J'ai des gens sur qui je peux compter aujourd'hui, mais j'aimerais m'ouvrir plus parce que je suis certaine que je peux faire de nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres extraordinaires et exceptionnelles. Oui. C'est bien que tu réalises que c'est important de s'ouvrir au monde, accepter le monde, dire qui on est au monde. Parfois, en fait, grâce à ce podcast-là, je trouve que parfois j'ai développé un 6e sens dans la compréhension parfois. Peut-être tu vas m'humilier, tu vas dire c'est totalement à côté de la plaque. Est-ce que ton désir d'être quelque peu renfermé n'est pas un résultat du divorce que tu as vécu en enfance? Cette déception que tu as eue en enfance qui a fait en sorte que une relation importante pour toi a été altérée à jamais. Est-ce que c'est pas un désir de ne plus jamais revivre une situation dans laquelle tu as donné ton cœur à 100%, mais malheureusement, on a détruit ton cœur? Je crois que oui, tu as raison. C'est une des raisons pourquoi je suis autant renfermée. Et surtout que, je ne sais pas si c'est juste dans les familles immigrantes, peut-être ça peut être dans toutes les familles, mais quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, ça reste dans la famille et qui fait que tu ne peux pas vraiment en parler. Ou quand tu en parles, là, tu te fais réprimander parce que tu en as parlé à quelqu'un. Et là, en fait, on ne veut pas que ça parle de ça. Donc, je suis quelqu'un qu'on m'a dit que la façon que j'ai été élevée, c'était pas vraiment en exprimant mes sentiments, comment je me ressens. Donc, je crois que ça vient de là, ma difficulté à m'exprimer et le fait que je suis renfermée. Tu vas trouver ma question curieuse, mais OK. Est-ce qu'on connaît la vraie Sydney? Est-ce que quelqu'un connaît la vraie Sydney? Oui. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui connaissent la vraie Sydney. Je peux pas dire que quelqu'un connaît tout de moi. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a certaines choses, même mon frère et ma sœur, peut-être qu'ils ont jamais su. Mais je veux dire, je crois que oui, parler de ces expériences, de ces sentiments, ça aide à connaître quelqu'un en profondeur, mais ça n'empêche pas aussi que je peux être moi-même. Je connais mon identité, qui je suis, mes valeurs. Je crois que les gens savent c'est qui Sydney. C'est sûr qu'il y a autre chose aussi qui définit qui je suis, que peut-être que j'ai pas encore franchi cette étape-là avec une personne d'en parler. Mais je crois pas que ça veut nécessairement dire qu'il sait pas c'est qui la vraie Sydney, parce que je crois que je suis quand même assez claire dans qui je suis, mes valeurs. En tant que personne, même à la danse, au travail, à l'école. Dans le fond, tu connais tes limites et tu sais ce que tu es comme personne, donc tu vas pas essayer de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas.
Donc, ça permet aux gens de un peu t'apprivoiser, même s'ils ne connaissent pas tout à 100% de toi, mais ils sont quand même capables d'avoir une image quelque peu nette de qui t'es comme individu. Oui. J'aimerais te poser une question que c'est la première fois que je pose ça dans ce podcast. Ok. Est-ce que tu t'aimes? Oui, je m'aime énormément. C'est une bonne question parce que je pense qu'il fut un temps, peut-être j'ai pas eu ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui m'a énormément aidé à m'aimer moi, je pense que c'est Dieu, c'est Jésus. Quand j'ai trouvé cet amour inconditionnel, ça m'a permis aussi de changer beaucoup d'aspects de ma vie. Je deviens un peu émotionnelle parce que ça me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose de encore difficile à communiquer, je crois. Mais oui, pour moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est Dieu, c'est lire la Bible, la parole, de savoir qu'il y a quelqu'un, il y a Jésus qui t'aime énormément, que je suis précieuse, que j'ai énormément de valeur. Donc, je sais que je suis une personne exceptionnelle et toute personne qui me côtoie, que je suis présente dans leur vie, ont une chance de m'avoir parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Quand vraiment je suis en confiance, je sais que je peux donner énormément. Au prochain. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique et on apprécie tous cette vulnérabilité que tu as là. Comme je dis souvent, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je le répète encore une fois, on est là pour s'écouter, pour parler, pour se comprendre. C'est une atmosphère où toute opinion est respectée. On ne va pas manquer de respect au prochain. On est là pour écouter tout le monde. Je vais t'apporter un mouchoir. Je vais te poser une question et je vais t'apporter un mouchoir. Tu pourras répondre, mais je vais t'écouter en même temps. D'accord. Qu'est-ce que la religion représente pour toi? La religion, pour moi, premièrement, ça m'a permis de reconnecter avec moi-même. Mais non seulement ça, mais avec Dieu, parce que j'ai été élevée dans la religion. Mon père et ma mère, toute la famille, on allait à l'église très souvent. Et avec les événements qui sont survenus, on s'est tous éloignés. Et pour moi, qu'est-ce qui est spécial, c'est la façon dont j'ai reconnecté avec la religion, ma foi. J'ai vraiment reçu un sentiment de chaleur lorsque j'étais en train de coiffer une de mes clientes et on parlait de tout ça. Et puis à ce moment-là, elle m'a invitée à l'église et je suis allée par la suite. Et quand j'étais là, j'ai vraiment senti cet amour inconditionnel qui a rempli mon cœur. Je pense que c'est beaucoup ça qui m'aide aussi à combler le vide que je peux avoir par rapport à mon père ou certaines autres situations qui sont arrivées dans ma vie. Ça aide aussi avec le pardon. Je pense que ça a beaucoup, dégagé beaucoup de sentiments. Je me sens beaucoup plus légère. J'ai cette joie de vivre là aussi. Ça me procure une joie de vivre, de louer mon Dieu, de prier aussi. La prière, c'est quelque chose que je recommande beaucoup parce que ça te permet d'exprimer à quelqu'un tes craintes, tes peurs, tes reconnaissances aussi surtout. Donc pour moi, la religion, elle a une place très importante dans ma vie parce que ça me procure un bien vraiment inexplicable, une joie inexplicable. Cet amour que je reçois de mon Dieu, vraiment, c'est magnifique. Ça me comble, oui. C'est magnifique parce que ça te permet de te combler en tant qu'individu et de réaliser que dans la vie aussi, oui, en tant qu'individu, on est important. Oui, on a notre propre valeur, mais il faut avoir aussi parfois une cause supérieure à soi-même.
cette cause-là doit dépasser notre propre individu. Donc, certains ont ça à travers la religion, certains ont ça à travers leur mission de famille, certains ont ça à travers tout simplement leur mission de vie. Et je trouve que c'est très important de connecter à quelque chose de supérieur à soi-même parce que sinon la vie n'a pas vraiment un sens propre. On patauge, mais on ne sait pas où on s'en va. C'est ça le problème, quand on n'est pas connecté à quelque chose de supérieur à soi. Quel est ton verset préféré de la Bible? Mon verset favori, c'est Matthieu 6, verset 33, qui dit de chercher la face de Dieu d'abord dans tout ce que tu entreprends. Donc, pour moi, ça me permet de vraiment prendre conscience. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui... prendre le temps d'avoir cette discussion-là avec Dieu, de savoir, OK, il y a telle chose que j'aimerais faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est juste mes désirs qui parlent? Est-ce que vraiment c'est le chemin que je dois prendre? Donc, chercher la face de Dieu, c'est vraiment de prendre un moment et de se conscientiser pour chaque décision de sa vie. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est fait pour toi? Wow. Dans le fond, ça te permet de te re-questionner à chaque fois pour dire, est-ce que je m'en vais dans le droit chemin? Voilà. Est-ce que ce que je fais n'est pas égoïste? Est-ce que je ne suis pas en train de vendre mon âme en prenant une telle décision? C'est un très beau verset parce que ça te fait rendre compte que parfois dans la vie, tu n'es pas obligé d'aller à un rythme constant ou en accélérant. Parfois, le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus réfléchi, c'est le chemin le plus long, le plus lent, oui. Le plus pénible, le plus ardu. Sydney, est-ce que tu dirais que la vie est juste? Je crois pas. Je pourrais pas dire que la vie est juste. Je crois qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce monde, toutes les guerres, toute la pauvreté, la famine. C'est difficile de dire que tout est juste quand on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Mais je crois en la justice de Dieu qui dit que... J'ai failli dire le truc, tu sais bien, Oui, Tous les Africains savent ce que j'ai failli dire. Voilà. Je crois en la justice de Dieu. Donc, pour moi, oui, s'il y a quelque chose qui peut arriver à moi, à ma famille, je sais que Dieu, il sait premièrement que c'est quelque chose que je peux passer à travers et c'est peut-être quelque chose que j'avais besoin de vivre pour un autre moment dans la vie, pour ma future famille, à moi-même ou quoi que ce soit. Mais je sais que Dieu a prévu de grandes choses pour tout et chacun, qu'il te rendra justice si vraiment tu cherches sa face. Pour ceux qui sont nouveaux à Parlons-nous, on parle de tout. Tous les sujets sans tabou. À part bien évidemment les sujets explicites de nature, vous savez bien, je ne vais pas dire le mot. Mais je tiens vraiment à aborder de tout parce que chacun a une vision de la vie différente. Chacun a une perception de c'est quoi une belle vie, c'est quoi une douce vie, c'est quoi une belle vie vécue. Et j'aimerais qu'on apprenne un peu de tout le monde à travers ce projet qui est Parlons-nous. Et c'est ça qui fait la beauté. Là, vous voyez, on a parlé d'amour, famille, religion même. On a parlé de Dieu. On a parlé de plein de sujets différents. C'est ça la beauté de Parlons-nous. C'est ça la force de Parlons-nous. On est ici pour se comprendre, pour s'écouter et pour se respecter. J'aimerais, Sydney, te remercier
d'avoir participé à cette belle discussion, dans le fond, d'avoir très bien parlé avec ton cœur. En fait, j'ai vraiment apprécié ça de toi. Si tu avais un message à partager à quelqu'un qui écoute, en fait, qu'est-ce que tu aimerais dire si tu as un message de fin à donner? Je sais, j'ai très mal posé là, mais Si j'ai un message de fin à donner, premièrement, je dirais des mots d'encouragement à cette personne, à toutes les personnes qui peuvent vivre des situations difficiles, que ce soit familiales, relationnelles, au travail, au niveau carrière, professionnelle, que c'est temporaire, qu'il faut garder patience. Vraiment, je vous conseille la prière pour vos situations difficiles. La prière est quelque chose qui peut vraiment vous aider. La méditation aussi. Je vous dis de prendre patience, qu'il y a quelque chose de grand qui est prévu pour vous. C'est juste une question de temps. Donc, gardez foi que quelque chose de mieux sera prévu pour vous. Je peux pas rajouter plus de beaux mots à ces beaux mots que Sydney vient de dire. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi de m'avoir invité. De rien. Et à la prochaine. Bye bye.